Bon, allons droit au but. Aujourd'hui, notre analyse se penche sur une véritable bataille qui se joue tous les jours, dans presque tous nos salons, le choc entre les écrans numériques et le bon vieux papier. Honnêtement, il suffit de traverser la maison à la tombée de la nuit pour voir cette fameuse lueur bleue sur tous les visages, pas vrai? Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est d'observer l'impact totalement opposé de ces deux supports sur un cerveau en plein développement. Ce n'est pas juste une question d'emploi du temps, c'est un enjeu cognitif, affectif et même social absolument majeur pour les plus jeunes. Voici un aperçu rapide de notre parcours. On va d'abord confronter écran et papier, puis décortiquer le modèle BPSE, voir comment créer un vrai lien affectif, partager des stratégies concrètes pour la maison et enfin explorer quelques genres littéraires passionnants. Allez, première étape, le choc neurologique entre les écrans et le papier. L'opposition entre les deux est en fait radicale. D'un côté, on a l'écran. Et là, le cerveau subit un véritable bombardement sensoriel. C'est le royaume du zapping et de la distraction permanente. Et ça crée ce qu'on appelle un temps volé. C'est quand même dingue de se dire qu'un jeune peut perdre jusqu'à 1000 heures par an juste absorbé par des écrans récréatifs. 1000 heures évaporées qui auraient pu servir à des activités tellement plus nourrissantes. De l'autre côté, le papier, eh bien c'est tout l'inverse. Le livre, c'est une sorte de sanctuaire. Il force une concentration profonde, il coupe le bruit du monde extérieur. Et cette focalisation, c'est une vraie gymnastique mentale qui structure la pensée et booste la mémoire à court terme de manière spectaculaire. Et attention, ce n'est pas juste une impression, c'est solidement prouvé par la science. Le neuroscientifique Michel Desmurger l'explique parfaitement, un cerveau en plein développement qui est constamment soumis aux multitâches numériques devient une vraie passoire pour la distraction. L'équation est impitoyable, plus l'esprit essaye de faire de choses en même temps, moins il est performant, moins il apprend et moins il mémorise sur le long terme. Résultat, la fluence de lecture, c'est-à-dire la capacité à lire vite et bien, s'effondre. Et soyons clairs, lire de façon fluide, ce n'est pas juste pour avoir de bonnes notes à l'école, c'est carrément la fondation de toute la réussite future, parce que ça libère l'espace mental nécessaire pour vraiment analyser et comprendre le monde qui nous entoure. Passons maintenant à notre deuxième point, le plan d'action, avec le fameux modèle BPSE. Ce modèle BPSE, il met en lumière quelque chose d'essentiel. La lecture n'est pas une corvée ou un simple devoir scolaire. C'est un traitement complet, vraiment holistique. Au niveau biologique, lire sur du papier vient littéralement nourrir l'architecture du cerveau et consolider la mémoire. Sur le plan psychologique, ça structure l'attention et ça oblige à faire cet effort magique de visualisation mentale. Ensuite, l'aspect social. La lecture crée des ponts entre les individus grâce à ces petites routines familiales partagées. Et enfin, le pilier émotionnel. Là, les bénéfices sont bluffants. Figurez-vous que 6 petites minutes, oui, juste 6 minutes de lecture ininterrompue suffisent pour ralentir le rythme cardiaque et relâcher la tension des muscles. C'est un outil incroyablement puissant pour faire redescendre le stress et développer une empathie profonde. Troisième partie, comment cette lecture favorise un véritable attachement émotionnel. Alors, comment transformer l'histoire du soir en un super pouvoir pour renforcer les liens affectifs? Les experts parlent de lecture dialogique. Le concept est simple mais brillant. Il s'agit de lire avec l'enfant et pas seulement à l'enfant. Étape 1, on crée un petit cocon chaleureux, garanti 100% sans écran, pour avoir une attention mutuelle totale. Étape 2, on lance la discussion. Parce que bon, si on demande juste « l'histoire t'a plu », on récolte en général un petit oui ou un grognement très prévisible. Mais si on demande plutôt « et toi, tu ferais quoi à la place de ce dragon ?» Là, bim, on ouvre la porte à des conversations fascinantes. Et enfin, étape 3, on fait le point entre l'histoire et la vraie vie. Cette façon de s'impliquer activement, c'est ce qui crée un attachement hyper sécurisant et qui rend ces moments tout simplement inoubliables. Ce qui nous amène à la quatrième partie, les stratégies concrètes pour gérer les écrans à la maison. Évidemment, pour que ces beaux moments de lecture existent, il faut réussir à faire de la place et donc limiter les écrans. Et on le sait tous, pour des parents souvent surmenés, c'est un sacré défi. Les recommandations des pédiatres sont claires et honnêtement déculpabilisantes si on les prend étape par étape. La règle d'or, 0 écran avant 6 ans. C'est absolument crucial pour protéger cette fameuse plasticité cérébrale. Autre point incontournable, on sort les télés et les tablettes des chambres. Le sommeil est vital pour consolider la mémoire. Il faut le protéger à tout prix. Pour les plus grands, limiter le temps d'écran récréatif à 60 minutes par jour, c'est un objectif réaliste. Mais attention, le secret, c'est d'expliquer ces règles, de faire preuve de pédagogie, pas juste de les imposer. Et le vrai test, c'est que les adultes doivent montrer l'exemple. C'est quand même un peu ironique d'exiger qu'un jeune lâche sa tablette pour un roman si on lance l'ultimatum en scrollant frénétiquement sur notre propre téléphone. Pas vrai? Cinquième et dernière étape de notre exploration, la découverte des genres littéraires.
Commençons par les genres de l'imaginaire. Ce qui est absolument génial avec la fantasy, prenons Harry Potter par exemple, c'est que ce sont de véritables salles de musculation pour l'esprit. Comme il n'y a pas d'image toute faite servie sur un plateau, le cerveau doit bosser. Il doit inventer la texture exacte de cette baguette magique, ressentir la chaleur des flammes, imaginer le cri d'une créature mythologique. Cet effort de visualisation, c'est la preuve ultime que le papier stimule une activité cérébrale tellement plus riche et intense qu'un écran passif. Ensuite, quand on grandit un peu, on glisse vers la science-fiction ou les dystopies, comme Hunger Games ou La Faucheuse. Et là, le rôle psychologique est immense. Ces livres y plongent les jeunes au cœur de dilemmes moraux super complexes, des questions de justice sociale ou de survie, mais depuis le confort de leur canapé. En s'identifiant à ces héros de mondes parallèles, on aiguise son propre sens critique. On forge des valeurs fondamentales, de tolérance et d'empathie, tout en restant bien à l'abri du monde réel. C'est un terrain d'entraînement parfait. Et puis, il ne faut surtout pas oublier la puissance des grands classiques d'aventure. Pensez à Arsène Lupin ou aux Trois Mousquetaires. Ces histoires haletantes nous prouvent qu'un bon vieux suspense est tout à fait capable de capter l'attention sans avoir besoin des flashs frénétiques du dernier jeu vidéo à la mode. Le petit bonus caché, ça enrichit le vocabulaire de façon spectaculaire. Et ça, de manière totalement naturelle, juste en se laissant porter par l'action. Au final, tout cela nous amène à une évidence, le support qu'on choisit n'est jamais neutre. Échanger cette lumière bleue contre les pages d'un vrai livre, c'est littéralement donner à l'esprit de l'espace pour respirer, pour créer, pour grandir en profondeur. C'est transformer une habitude banale en un véritable compagnon de route, et surtout en un moment d'échange familial inestimable. Alors, ce soir, quand le rythme de la maison va enfin ralentir, quelle histoire en papier permettra de construire un tout nouveau souvenir ?